Bonjour à tous, bonjour à toutes. Bienvenue pour ce webinaire spécial consacré aux politiques publiques locales repensées grâce au numérique. Et nous sommes avec Gilles Babinet. Bonjour Gilles. Bonjour. Alors, je me présente, je suis Franck Liogier, donc je suis directeur marketing des formations de la Gazette des communes. Et donc, du coup, nous sommes ravis de recevoir Gilles Babinet pour ce webinaire. Alors, je vais juste vous présenter rapidement la Gazette des communes, qui est un organisme de formation spécialisé dans les formations dans le secteur des collectivités territoriales. Donc, nous proposons tout un tas de formations en présentiel, surtout à distance en ce moment, pour rien vous cacher, en e-learning également, dans plusieurs domaines. On a notamment sorti un programme de e-learning spécialement pour les élus qui s'appelle Élu Academy pour former les nouveaux élus. Et donc, si vous voulez plus d'informations sur l'ensemble des formations que l'on propose à la Gazette des communes, rendez-vous sur le petit lien formation.lagazettetdescommunes.com. Voilà, vous pourrez y découvrir le catalogue, dont le programme de Gilles Babinet, qu'on a la chance de recevoir aujourd'hui. Donc le programme s'appelle Repenser les politiques publiques locales avec le numérique. On va parler des différents enjeux, de comment un agent de la fonction publique peut justement refondre son univers grâce au numérique et enclencher des actions concrètes grâce au numérique. Mais avant, du coup, Gilles, je vous laisse vous présenter. Allez-y. Bonjour tout le monde. Euh, Mon parcours n'est pas celui d'un agent de la fonction publique, je pense que c'est important de le dire. Moi, j'ai vraiment un parcours d'entrepreneur qui plus est autodidacte. J'ai passé 20 ans entre mes 22 ans et mes 45 ans à monter des entreprises, exclusivement dans la technologie. Et après, je me suis intéressé finalement à l'action publique, d'abord au sein d'un think tank qui est l'Institut Montaigne, où j'ai travaillé sur les politiques publiques et le numérique il y a maintenant 10 ans. Et puis après au Conseil national du numérique, que j'ai présidé la première version du Conseil en 2011, au sein de la Commission européenne, où j'ai eu un rôle de digital champion. Et puis à nouveau, là, récemment, au sein du Conseil national du numérique, dont j'ai été président. Pendant tout ce temps-là, j'ai continué à travailler à l'Institut Montaigne et je me suis beaucoup intéressé à finalement comment un certain nombre d'institutions publiques, principalement des États, étaient capables de repenser leur action publique dans tous les domaines grâce à la révolution numérique. Et c'est très frappant, c'est-à-dire que finalement, quand on prend les meilleurs exemples dans différents pays, on est surpris de voir que on peut avoir des politiques qui sont réellement très efficaces, très alternatives, je crois aussi très inclusives, et c'est important parce que c'est souvent un reproche qu'on fait à l'égard du numérique. Et on s'est dit, finalement, ce savoir, il faut absolument le diffuser. Il faut que les gens qui sont en charge de ces sujets, à savoir les agents de la fonction publique et les élus, puissent s'emparer de ce sujet pour créer une nouvelle forme d'action publique. Alors justement, on va en parler. Je rappelle juste du coup à tous les participants à ce webinaire qu'ils peuvent poser des questions grâce à leur fenêtre questions euh, dans leur petite fenêtre GoToWebinar. Donc n'hésitez pas à poser toutes vos questions. Nous y répondrons à la fin de ce webinaire. Euh, Justement, parlons de ce programme. Du coup, vous avez voulu créer un programme dédié à la transformation digitale dans les collectivités. Qu'est-ce qui vous a poussé à cela? Est-ce que vous avez rencontré beaucoup de personnes? Quels constats vous en avez tiré pour justement avoir l'idée de faire ce programme? Alors, évidemment, dans le cadre des fonctions que je viens d'évoquer, j'ai vu beaucoup d'agents de la fonction publique, beaucoup d'élus à tous les niveaux. C'est d'ailleurs, ça serait en soi un livre de raconter les entretiens que j'ai eus à cet égard. Et ce qui m'a frappé, c'est que d'une façon générale, je suis tombé sur des gens qui avaient vraiment beaucoup de bonne volonté, qui voulaient y aller. Et ce qui revenait le plus souvent, c'est comment on fait. Alors évidemment, il existe des programmes, hein. Je pense en particulier à Decant,
qui est un programme de la DINUM, dont on parle d'ailleurs dans cette formation. Mais je crois que concrètement, ce que les gens voulaient, c'est finalement, c'est quoi qu'on doit savoir, quelles sont les connaissances qu'on doit impérativement maîtriser pour pouvoir se lancer dans ce domaine. Et moi, j'ai envoyé je ne sais combien d'agents de la fonction publique, d'élus, leur dire, bah tiens, il faut lire ce livre, vous pouvez aller sur ces vidéos sur YouTube, lire ces articles en ligne, etc. C'était très disparate, et c'est des liens d'ailleurs qu'on retrouve dans la formation, hein. Et à un moment, j'ai eu une vraie frustration, et je me suis dit, c'est plus possible, il faut que on prenne ça différemment. J'ai eu 2-3 entretiens qui ont été, entre guillemets, extrêmement importants. J'ai eu 2 ou 3 Chief Digital Officer en région qui m'ont dit il faut faire quelque chose. J'en ai pas mal parlé d'ailleurs avec Jean-Louis Missica, qui était le patron de l'innovation à la mairie de Paris, sur ces sujets. Et puis, j'ai aussi eu des discussions avec des gens qui étaient vraiment des DGS dans des petites mairies. Parfois, je pense à une femme qui était DGS dans la mairie d'un petit village, une petite ville en Bretagne, et qui m'ont dit on serait enchanté de pouvoir faire ça, on ne sait pas comment commencer. Et ça a été des moments de déclic pour moi. Je me suis dit on va y aller. D'accord, parce que du coup, votre programme s'adresse à qui exactement? Alors le programme, il s'adresse aux élus territoriaux Ouais. principalement, mais aussi aux agents de la fonction publique. Et je dirais même à tous les gens qui veulent entreprendre dans l'impact, dans la sphère publique. Il y a tout un tas d'acteurs qui ne sont pas forcément des agents, qui ont des programmes qui sont proches de l'action publique et qui peuvent être intéressés par ce sujet-là. Mais avant tout, aux élus, je pense notamment à ceux qui viennent d'arriver, qui ont été élus dans le cadre de la dernière élection municipale, à ceux qui sont en région, dans les intercommunalités, mais encore une fois aussi à tous agents qui voudraient s'impliquer sur ces thématiques. D'accord. Alors avant de justement parler du fond, une dernière question par rapport au programme en tant que tel. Comme on peut le voir, il y a énormément d'intervenants, des intervenants voilà, très très reconnus. Je pense notamment à Axel Lemaire, qui était ancienne secrétaire d'État chargée du numérique, Cédric O, l'actuel secrétaire d'État en charge du numérique. Il y a le président de l'ARCEP, Sébastien Soriano, Valérie Penaud, directrice du programme interministériel France Identité Numérique. Du coup, toutes ces personnalités, comment vous les avez convaincus de participer, comment vous les avez choisis d'une part, et ensuite, comment vous les avez convaincus de participer à ce programme? En fait, il y avait quelque chose de commun avec beaucoup de ces gens-là, c'est que je leur avais vraiment fait part de ma frustration à l'égard de cette absence de formation. Et beaucoup, je pense par exemple à Axel Lemaire, me disait, mais c'est vrai, il faut qu'on fasse quelque chose, il n'y a rien, il faut absolument qu'on lance un dispositif, etc. Donc il y avait pas mal de gens qui étaient préacquis à l'idée de s'embarquer dans ce sujet. Et puis on a d'autres, en fait, on les a identifiés quand on a construit le parcours. Euh, Par exemple, Michel Morer, qui est maire du Trillport, bon, moi je le connaissais pas du tout, mais quand on tape sur Internet Smart Mobilité ou transport public numérique, il revient pas mal de fois. Et donc, ben, je l'ai contacté, je lui ai dit bonjour monsieur, est-ce que vous accepteriez d'avoir un échange avec moi? Puis je me suis rendu compte qu'il était passionnant et il nous a rejoint comme ça. Il y a des gens comme Paul Duhan par exemple. Bon, bah lui, c'est le gars qui s'est rendu célèbre en disant qu'il allait essayer d'améliorer l'accès à l'emploi, qui a monté Base Impact. Il est à l'extérieur de la fonction publique, mais il fait de l'innovation radicale. Il est évidemment passionnant. Violaine Champetier de Ribes, c'est vraiment l'experte française de l'Estonie, de l'e-Estonie, du programme de numérisation de la fonction publique, certainement le programme le plus avancé dans le monde à cet égard. C'était indispensable qu'on l'ait dans cette histoire. Voilà. Après, il y a eu des gens qui sont venus de façon un peu incidente dans cette affaire. Par exemple, Jérémy Vinstin,
bon, c'est un entrepreneur, il est dans le monde des startups, il travaille dans le monde agricole, il a une réflexion très poussée sur comment la data peut changer les territoires et les processus agricoles, l'économie circulaire, un thème sur lequel Hervé Pillot, qui est l'agriculteur numérique français, est également présent. Donc on les a embarqués dans ce programme. Nicolas Blandin, c'est quelqu'un qui travaille chez Engie sur les enjeux de rénovation énergétique, d'efficacité énergétique. Et ils ont vraiment une réflexion de recherche assez poussée là-dessus. Donc on les a embarqués dans ce programme et ainsi de suite. Donc il y a 19 intervenants. Il y en a certains qui reviennent beaucoup. Alors moi, je reviens pas mal puisque je suis un peu le fil conducteur de ça. Je pense à Paul Duhan qui est aussi assez présent. Et puis Cédrico qui a fait plusieurs pastilles dans ce MOOC parce qu'il y avait plusieurs thèmes sur lesquels on trouvait que c'était pertinent de le faire intervenir. Et voilà. Bah, très bien, du coup maintenant on va parler du fond. Justement, avec cette révolution numérique au sein des collectivités locales. Parlons d'abord de l'histoire de cette révolution numérique. Où en est la France dans sa transformation? Alors, c'est un très bon sujet. La France est en matière de e-gov, je dirais qu'elle est un peu au-dessus de la moyenne des pays européens. Il y a un indicateur qui s'appelle PISA, pardon, qui s'appelle le DESI, le Digital Economic and Social Index de la Commission européenne, et qui mesure la digitalisation des nations au sens large, dont la partie e-gouvernement. Et on est, que je ne dise pas de bêtises, on doit être 11e sur 27. Donc moi, je trouve pas satisfaisant, notamment au regard des efforts que l'on fait, même si c'est encore une fois du bon côté de la moyenne. Et je pense que c'est en train d'accélérer. La force de la France, c'est aussi sa faiblesse, c'est-à-dire que c'est la centralisation. C'est-à-dire le fait que les dynamiques viennent principalement de la DINUM, du secrétariat d'État au numérique. Donc il y a une capacité de synchronisation, il y a un observatoire du numérique qui mesure la numérisation des services publics, que je vous invite à aller voir d'ailleurs, qui est absolument passionnant. Mais on bute sur un certain nombre d'écueils, la formation étant, à mon avis, l'un des plus importants. Et puis l'autre, qui est en passe d'être résolu, notamment par un programme de la DINUM dont on parlera, qui est la synchronisation entre les territoires et le système central. D'ailleurs, un problème qu'on retrouve dans beaucoup d'enjeux de politique publique. Alors, quelques mots sur les pays qui sont devant nous. Sans surprise, il y a beaucoup de pays scandinaves, mais il y a aussi des pays qui sont assez inattendus, comme alors je ne sais plus parce que j'ai parlé des gens du DESI la semaine dernière et je mélange probablement les chiffres qui vont sortir dans quelques mois avec ceux de l'année dernière, mais le Portugal, l'Italie et l'Espagne sont des pays qui se distinguent parce qu'ils ont accéléré de façon forte. Vous le verrez probablement dans les prochains chiffres ces dernières années là-dessus. Et puis, vous avez des pays qui sont très avancés en matière d'inclusion numérique, comme par exemple, ou d'économie numérique, comme par exemple le Royaume-Uni, qui était encore mesuré l'année dernière, et puis qui sont pas très bons en administration numérique. D'une façon générale, ces chiffres évoluent beaucoup d'une année sur l'autre parce que tout simplement, il y a des investissements considérables qui sont faits. Mais très clairement, parce que j'ai oublié de le dire, mais j'ai beaucoup voyagé aussi dans les administrations publiques étrangères, de l'expérience que j'ai, le principal écueil, et c'est vrai aussi à l'étranger, c'est les enjeux de formation. Ouais. Bah, justement, on espère que du coup cette formation va permettre de faire avancer la France dans cette transformation. Justement, comment elle pourrait avancer? C'est quoi les grands axes technologiques et techniques qui émergent actuellement, les grands moteurs de l'innovation? Vous parlez notamment dans le programme e-learning d'intelligence artificielle. Qu'est-ce que c'est? Comment toutes ces technologies vont pouvoir aider concrètement les collectivités? Oui, alors dans le programme, on a 4 étapes.
La première étape, c'est finalement d'où on vient, où on va, et le processus d'accélération. Et effectivement, l'une des choses qui n'aura pas échappé à nos auditeurs, c'est qu'il y a une révolution dans la révolution qui est l'intelligence artificielle. Ça, on le met beaucoup en perspective dans la première partie. Je ne pense pas que on a une idée très très claire de l'importance que ça va avoir dans les années à venir. Et notamment dans la fonction publique, il y a tout un tas de champs qui vont être largement bousculés par l'arrivée de l'intelligence artificielle. L'un des champs, c'est ce qu'on appelle le robotic process automation, qui est le fait d'arriver à prendre des processus bureaucratiques et à les automatiser. Ça, c'est extrêmement puissant. Une fois qu'on a vu 2 ou 3 démonstrations des leaders de ce type de technologie, on est convaincu qu'il y a quelque chose d'extrêmement fort qui est en train de se passer. L'autre champ, c'est celui du véhicule autonome. Les véhicules autonomes vont probablement refaçonner l'organisation des villes comme le véhicule, il y a 100 ans, a refaçonné l'organisation des villes. C'est-à-dire, on a construit des parkings souterrains, des parkings, on a élargi les routes. Dans bien des villes, on a fait par exemple à Paris des voies sur berge qui vont au cœur des villes, etc. On a souvent défiguré les villes et on est en train de d'ailleurs revenir à quelque chose qui ressemblait à ce qui était ce qui existait auparavant. Mais là, avec les véhicules autonomes, on ne s'en rend pas compte, mais les autoroutes n'auront plus autant de nombre de fils parce que les véhicules pourront être beaucoup plus denses. Probablement d'ici une vingtaine d'années, on sera capable de faire passer 5 à 6 fois plus de trafic sur une ligne qui sera réservée aux véhicules autonomes. Donc tout cela va avoir un impact considérable. Les parkings de centre-ville vont disparaître de ce fait. Et je pense que beaucoup de constructions d'infrastructures qui sont programmées ou lancées n'ont pas lieu d'être si on prend en compte cette dynamique du véhicule autonome. Donc ça, c'est une des techniques, mais il y en a d'autres, il y en a beaucoup d'autres. Et dans cette deuxième partie, ce qu'on va expliquer, c'est simplement pourquoi ces techniques sont fondamentales à comprendre et dans quelle mesure elles vont bouleverser la façon dont on pense les politiques publiques. Donc, je donne quelques exemples, hein, mais blockchain en matière de certification de données, par exemple pour le cadastre, potentiellement pour les votes, même si je suis pas forcément fan de ça, pour les diplômes, pour tout un tas de facteurs certifiants, c'est tout à fait déterminant. Le cloud, pour faire en sorte qu'il y ait une capacité de monter en charge des services publics, c'est aussi quelque chose qui est absolument essentiel. Donc on va avoir comme ça une dizaine de technologies structurantes et on va déjargonner, on va expliquer des termes qui sont compliqués à expliquer. Je reviens sur cette notion de cloud. Tout le monde pense plus ou moins savoir ce que c'est que le cloud. Mais moi, à chaque fois que je demande, notamment dans ma famille, j'ai fait l'exercice une fois, bah vas-y, explique-moi qu'est-ce que c'est que le cloud. On se rend compte que les gens sont pas si à l'aise que ça. Donc là, on va revenir sur le détail de qu'est-ce qui fait finalement la base de la structure d'une technologie. Et on va faire en sorte que pour des néophytes, pour des gens qui comprennent pas la technologie, ils sont capables de dire, OK, en synthèse, c'est ça, et c'est pour ça que ça m'est utile. Je pense que c'est vraiment ça qu'on a visé, c'est aller à la synthèse et aller à l'essentiel qui permet de rendre les choses opérationnelles. Alors, les autoroutes, la fin des parkings publics, bon, c'est dans très long terme. Est-ce que là, actuellement, déjà, et vous avez des exemples de concrets de collectivités qui auraient utilisé justement ces nouvelles technologies comme le cloud, l'open data, pour mettre en place des actions concrètes dans leur collectivité? Alors, c'est ça qui est fascinant dans cet exercice. Franchement, c'était la part la plus intéressante, c'est de voir les initiatives. Et des initiatives qui sont souvent pas toujours reconnues à leur juste valeur, mais quand on se balade dans les territoires, on voit des choses extraordinaires. Alors, ça peut être des initiatives de nature économique. Par exemple, il y a quelques jours, j'étais à Saint-Quentin-dans-l'Aisne et j'ai vu combien cette ville s'est investie sur le thème de la robotique et de la réindustrialisation
par le numérique. Et ils ont mis en place tout un dispositif pour être capable finalement de capter convenablement ce genre de choses. J'ai trouvé ça tout à fait passionnant. La région Rhône-Alpes a développé des dispositifs qui sont plus centrés sur l'aide sociale. Par exemple, la région Bretagne a travaillé sur comment est-ce qu'on s'assure que les gens ont un accès au numérique qui soit de bonne qualité, et ainsi de suite. Il y a des initiatives de formation, il y a des initiatives de justement de planification urbaine, de développement d'infrastructures de nouveaux types. Il y a des initiatives de démocratie citoyenne. Il y en a vraiment beaucoup, beaucoup. Et franchement, ça, c'est surtout dans ce contexte où voilà, tout le monde est un peu secoué par cette crise, pour pas dire très secoué par cette crise, de voir que vous avez des gens qui mettent la main à la pâte, y vont. Ça, c'était vraiment très enthousiasmant. Donc, on a essayé dans cette troisième partie, finalement, d'aller chercher certains de ces acteurs et puis de parler de quelques-unes des grandes thématiques des politiques publiques numériques en France comme à l'étranger d'ailleurs, et de donner des idées. Mais l'objectif, c'est pas de dire vous devez prendre l'une de ces thématiques et vous êtes obligé d'aller dans un de ces sillons et agir là-dessus. Non, l'idée, c'était plus de montrer la, je dirais, l'hétérogénéité, la grande créativité qui existe à l'égard des différentes politiques publiques, et puis de dire aux gens, ben, vous aussi, vous pouvez y aller. Là-dessus, on a été sur deux thèmes en particulier qui nous semblaient importants de rentrer là-dessus. C'est finalement l'identité numérique, parce que l'identité, c'est structurant. Quand vous allez sur une grande plateforme numérique, la première chose qu'on vous demande, c'est ce qu'on dit en anglais de vous loguer, c'est-à-dire de vous inscrire sur la plateforme et de mettre vos identifiants, parce que c'est ça qui fait qu'on est capable de proposer une expérience qui soit très intégrée. Voilà, donc on a trouvé nécessaire de faire une pastille spécifique sur la notion d'identité numérique. Et puis, on en a fait une autre sur la notion de plateformisation, c'est-à-dire comment est-ce que les services peuvent être intégrés au niveau d'un territoire, notamment en se servant de l'identité nationale qui va venir, mais aussi en ayant une expérience utilisateur qui soit la plus fluide possible. Donc, on explique toutes ces notions-là dans cette troisième partie. Dans le domaine de la santé aussi, l'énergie et l'environnement, voilà, il y a des pastilles qui sont dédiées à cela, et avec de nouveaux exemples aussi. Oui, oui, c'est évident que, si vous voulez, dans le domaine de la santé, je pense aussi de la dépendance, on voit bien que les territoires sont en train de rentrer sur ces problématiques de façon très forte. Je pense que le sens de l'histoire, c'est une déverticalisation. Est-ce que les ARS seront confiés aux régions? Ça, l'histoire le dira. Mais quoi qu'il en soit, on a une implication plus forte. On a aussi des grands opérateurs publics comme je pense à la Poste qui commencent à venir sur ces terrains-là. Et donc, c'est important de comprendre qu'est-ce que c'est que la santé vue par le prisme du numérique. Et on donne quelques exemples, mais il est évident que à partir de là, on peut créer des dynamiques extrêmement diverses. Ce qu'on dit beaucoup d'ailleurs dans cette formation, c'est commencer par comprendre les caractéristiques propres de votre territoire, que les élus connaissent en général. J'ai observé que dans certains territoires, il y avait un enjeu de dépendance extrêmement fort. Vous avez des territoires où 60-70% des gens sur certains cantons qui sont à la retraite. Et donc, ça veut dire que soit on construit des EHPAD, soit on essaye de faire en sorte qu'il y ait des politiques d'accompagnement qui fassent en sorte que les gens puissent continuer à bien vivre en étant chez eux. Ça veut dire créer du lien social, ça veut dire pouvoir faire du monitoring médical, ça veut dire pouvoir potentiellement leur permettre d'accéder à des services de transport notamment. Tout ça, ce sont des enjeux sur lesquels on peut vraiment réfléchir avec le support du numérique. Je le dis aussi, je crois que c'est important, j'ai jamais vu le numérique comme une fin. Le numérique, c'est un outil, d'ailleurs, qui a vocation à être invisible. Plus il est invisible, plus il est performant. Et c'est plus quelque chose dont il faut comprendre le potentiel et le mettre en œuvre dans ce qu'on pourrait appeler
de la pensée design, c'est-à-dire de la pensée qui est complètement polarisée sur l'élu, enfin sur l'électeur plutôt, l'usager final. Alors maintenant, j'aimerais qu'on parle de mise en route en fait de sa transformation numérique. Donc comment une collectivité peut mettre en route justement cette transformation. Vous appelez ça le change management. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi c'est si important pour une collectivité? Alors ça, c'est vraiment le cœur du propos. Si vous voulez, c'est Mm. parce que on est tous à se dire, particulièrement les gens qui, comme moi, viennent du monde des startups, etc. Mais qu'est-ce qu'ils attendent? Pourquoi est-ce qu'ils ne transforment pas? C'est quand même incroyable. Et si vous voulez, quelque chose qui m'a frappé, moi, quand vous êtes un entrepreneur et que vous l'avez été pendant 22 ans, je crois que je vais le concéder assez bien. Vous êtes un chouïa poujadiste sur les bords. C'est-à-dire que vous pensez que vous avez raison envers et contre tous, et que finalement les acteurs de la fonction publique, vous n'avez pas forcément un respect énorme pour eux. Et ça, c'était l'état d'esprit dans lequel j'étais quand j'ai commencé il y a 10 ans à travailler sur ces sujets. Et franchement, je tiens à le dire, et il n'y a aucune flagornerie dans ça. Moi, j'ai été très impressionné par la qualité moyenne, générale, des gens que j'ai rencontrés dans la fonction publique. C'est vraiment étonnant. Et d'ailleurs, vous vous dites souvent, comment ça se fait qu'il y a des trucs qui marchent aussi mal avec des gens d'aussi bonne qualité? Alors, aussi bien en culture générale qu'en expertise sur leur métier, on tombe sur des gens qui sont intéressants, qui sont des grands professionnels, qui sont souvent d'ailleurs pour un certain nombre d'entre eux en souffrance parce que ils n'arrivent pas à faire cette transformation. Ça a beaucoup été l'une des raisons qui m'a déclenché, qui m'a invité à me lancer dans ce sujet. Et donc voilà, il y a des gens qui sont prêts à y aller, mais qui ne savent pas comment faire. Et là, vous vous dites, mais pourquoi ces organisations ne marchent pas? Pourquoi il y a des gens qui sont aussi brillants? Pourquoi est-ce que ça ne se transforme pas? Et vous vous intéressez vraiment à la sociologie des organisations et effectivement aux stratégies de changement, ce qu'on appelle en anglais le change management. Je me suis passionné pour ce sujet, à tel point d'ailleurs que j'ai déjà écrit un premier livre sur la transformation digitale. Je suis en train d'en écrire un autre. Là, je viens d'écrire un livre, on n'en a pas parlé, mais sur effectivement la transformation digitale dans la sphère publique. Mais le vrai sujet, c'est comment est-ce que vous commencez? Et le problème que vous avez, c'est que vous découvrez que des organisations qui ont été extrêmement efficaces, qui ont été quand même largement conçues dans le cadre de l'après-guerre, c'est-à-dire de la relance, de la reconstruction du pays, où finalement c'était des politiques assez simples à l'époque. Hein. Il fallait construire des usines, construire des routes, construire des chemins de fer, construire enfin tout un tas d'infrastructures. Et ça, on l'a fait avec des logiques de silos. On a organisé le pays avec beaucoup de verticalité, avec du pompidolisme, du gaullisme, et cette logique-là, elle a bien marché. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on a beaucoup de mal à s'en séparer aujourd'hui. Alors que le numérique, c'est le contraire, c'est la transversalité. C'est vous maillez des silos entre eux pour aller vers l'usager et pour construire des politiques publiques d'un ordre nouveau. Et ça, c'est très très difficile pour les fonctions publiques d'arriver à rentrer là-dedans. D'ailleurs, très souvent, moi je suis confronté à des enjeux de politique publique et vous vous rendez compte que les fonctions publiques sont littéralement en compétition les unes par rapport aux autres. Je peux vous donner beaucoup d'exemples à cet égard et donc on n'y arrive pas. Pour ça, il faut passer de modes qui sont des modes de cycle en V, avec une définition par le politique, une exécution par la fonction publique, et qui ne fonctionnent pas, je crois à le dire, à des modes projet. C'est-à-dire vous allez prendre toutes les parties prenantes, les usagers, les experts, les élus, et vous allez les confronter à un problème, et vous allez leur dire, OK, on identifie ce problème, on l'accompagne, Donc on on les le met tous autour prototype, d'une table, c'est ça? on les met tous autour d'une table. C'est absolument perçu comme, je dirais, euh, révolutionnaire, d'antonien, d'une certaine manière, dans le sens un peu rupture de modèle, par beaucoup d'acteurs. Moi, j'ai très souvent dit à des ministres, à des présidents de région, je leur ai dit, mais voilà, si vous avez quelque chose de plus important à faire que de vous asseoir autour d'une table avec vos administrés, c'est que vous vous plantez de priorité. Voilà. Et c'est vrai c'est vrai pour tout le monde. D'ailleurs, je trouve un moment qui a été, je ne vais pas faire de politique ici, mais qui a été
quand même intéressant, ça a été ces espèces de débats citoyens qui ont été organisés par le président de la République, où il a été se confronter avec les gilets jaunes, entre guillemets. Et voilà, il y a eu cette liaison qui est compliquée à faire en général dans la nature de nos institutions et qui s'est plutôt bien passée. Donc nous, dans ce MOOC, dans ce programme de e-learning, notre objectif, c'est de donner les clés de comment est-ce qu'on organise ça. Parce que tout le monde se dit, OK, c'est bien sympa, mais c'est un peu une déclaration un peu de politique générale. Non, c'est quelque chose qu'on fait dans les startups, qu'on fait dans les grandes entreprises qui font de l'innovation radicale, dont le niveau d'efficacité est absolument incroyable et qui se structure. Il y a tout un tas de méthodologies autour de ça, sur la façon dont on va faire du prototypage amont, du DevOps, de l'agile, du Scrum. Ça, c'est quelques-uns des mots-clés qui émaillent ce type d'approche. Et je pense que ça nécessite un certain nombre de préalables, notamment en termes de pédagogie au sein de son administration, de ses administrations. Il faut requérir du support, notamment des élus, de l'implication là-dessus. Il y a des enjeux d'anticorps à traiter, c'est-à-dire il va y avoir des choses qui vont réagir, il faut savoir qu'elles vont réagir, il faut être capable de pouvoir traiter cette réaction. Et à partir du moment où finalement on a été formé à ça, et bien de façon absolument incroyable, on arrive à aller beaucoup plus loin que ce qu'on avait envisagé au départ. On a un niveau de reconnaissance de la part des gens qui sont les destinataires de ces politiques publiques qui est beaucoup plus élevé parce que certains d'entre eux ont été impliqués et que finalement, ça fait des expériences qui sont plus intégrées. Et au-delà de ça, ça participe aussi à la communication du dispositif, un élément qu'il ne faut pas oublier là-dessus. Donc voilà, moi, ce sont des choses que j'ai mis en œuvre, soit parce que certains élus me l'ont demandé, soit parce que je l'ai fait dans des contextes qui sont ceux de très grandes entreprises en France et à l'étranger. Et alors s'il y a bien une chose sur laquelle j'ai une conviction fortement établie, c'est sur le fait que par rapport à l'inefficacité de la façon dont on construit les politiques publiques aujourd'hui, ce modèle est radical. Il est absolument radical et encore une fois, il est particulièrement approprié à la mise en œuvre de politiques publiques numériques parce que celle-ci, par essence, parce que la data, elle permet de mailler les silos et d'être transversales, sont extrêmement efficaces. Alors, une dernière question avant de passer aux questions des participants. D'ailleurs, je rappelle à tout le monde que vous pouvez poser vos questions sur la petite fenêtre questions sur GoToWebinar. Du coup, ce change management, en fait, il part, donc il doit être collectif, mais il part d'où à la base? Il part enfin, un agent de la fonction publique peut l'initier ou ça doit être les élus qui doivent l'initier? Oui, alors c'est la question, c'est la grande question, effectivement. Quand vous êtes sans forcément un très haut degré hiérarchique, vous dites forcément, mais c'est pas moi, j'ai que des coups à prendre à faire ce genre de choses. Moi, si vous voulez, j'ai aidé une très grande entreprise qui a créé une initiative de ce type-là, qui a dit, finalement, si vous avez une idée, on peut essayer de regarder comment ça peut se passer, comment est-ce qu'on crée ça. Et en fait, toute l'histoire, ça a été une histoire de contamination. C'est-à-dire que, voilà, vous êtes agent, vous êtes dans un service social, par exemple, dans une mairie, et vous dites, il y a plein de gens qu'on n'arrive pas à toucher, l'aide sociale leur arrive pas, etc., sur ce genre de choses. Et la façon dont il faut faire dans ces cas-là, encore une fois, je la résume très vite parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, mais d'abord, c'est d'essayer de sensibiliser les gens qui sont directement autour de vous. Et la beauté, c'est que sur Internet, vous avez tout un tas d'exemples de comment ça se fait. Donc, de diffuser quelques expériences qui pourraient être proches de ce que vous voulez faire et d'essayer de résumer sur moins d'une page à 4 ce qui vous semble intéressant de faire là-dessus. Puis après, de sensibiliser votre boss, votre patron sur ce sujet et de le pousser finalement à organiser une réunion dans laquelle il va y avoir l'ensemble des parties prenantes. 5 personnes. Voilà, un usager, un élu, un DGS, je ne sais pas trop qui, sur ce genre de choses. Et là, c'est là où il faut, je pense, être capable de, en amont, amener le débat, c'est-à-dire amener 2 vidéos
qui résume un peu le propos, être capable d'articuler ce qu'on appelle le pitch, donc en 3 à 5 minutes, dire ce qu'on veut faire et travailler énormément ces 3 à 5 minutes. C'est le cœur du truc, être capable de vraiment dire ce qui vous semble possible de faire et de faire en sorte de démontrer à la fin de ça qu'avec un investissement humain qui est faible, on peut réussir à au moins démontrer ce que pourrait être une expertise, une expérience numérique intégrée. Voilà. Donc ça, c'est encore une fois de façon très ramassée comment ça peut se faire. Il y a après des ressources qui peuvent vous aider à faire ça, des ressources en ligne. Il y a des experts qui sont spécialisés dans l'animation de workshops et de ce type d'expérience. Mais en gros, là, j'ai à peu près dit l'essentiel en moins de 2 minutes sur la façon dont on peut faire ce genre de choses. Ce type d'approche, je tiens à le dire, il y a probablement aujourd'hui des millions de personnes qui font ça à l'échelle de la planète, que ce soit dans des grandes entreprises, dans des institutions publiques, et c'est quelque chose qui est radicalement différent de la façon dont on construit encore aujourd'hui 99% des politiques publiques telles qu'elles existent. Alors, je sais qu'il y a de l'agile, qu'il y a du design thinking dans les institutions publiques, et je trouve ça extrêmement bien. De ce que j'en vois, c'est pas encore, moi, ce que j'appellerais du design thinking étendu, c'est-à-dire où on va préconditionner le fait qu'il y ait, par exemple, l'ensemble de ce qu'on appelle les stakeholders, les parties prenantes, qui soient présentes dans ce type d'action. Merci Gilles. Du coup, on va passer aux questions. Donc, le temps que vous posiez vos questions sur l'interface questions, je vous rappelle que du coup, cette présentation, bien sûr, vous aurez accès au replay. Si vous êtes intéressé par le programme, vous avez le petit QR code ou le bit.ly pour aller directement sur la page et vous avez, Gilles vous offre moins 35% du coup avec un code promo qui s'appelle Babinet, du coup. C'est très original. Excellent. Voilà, donc on va voir les questions. Donc il y a déjà des commentaires qui, notamment de personnes qui vous remercient pour votre commentaire sur l'image des fonctionnaires qui font souvent le maximum avec un minimum de moyens. Donc ça c'est une première chose. On a une question du coup de Pascal qui dit ne pensez-vous pas que la mise en œuvre d'une démarche qualité incluant le numérique peut constituer un levier de management pour accompagner le changement des pratiques et des a priori? Oui, en fait, le numérique, et c'est toute moi ma thèse, hein, c'est que c'est souvent perçu comme une technologie. Les gens se disent, OK, le cloud, l'intelligence artificielle, etc. Mais en réalité, la révolution numérique, c'est un modèle de management. Et si vous voulez, moi, j'ai passé beaucoup de temps dans les startups américaines, dans les grandes entreprises, etc. Vous n'imaginez pas à quel point ça fonctionne différemment de ce qu'on voit dans une entreprise traditionnelle. Je dis pas que c'est tout, que c'est magnifique, hein. Il y a plein de problèmes, parfois très lourds d'ailleurs à traiter, mais moi j'ai un copain qui était directeur de la sécurité une grande entreprise GAFA. Il m'a raconté qu'au bout de 2 ans, il n'avait jamais rencontré son boss. Il l'avait vu pendant les entretiens d'embauche et puis il l'a pas revu après. Voilà. Ce même garçon, d'ailleurs, il avait une capacité de décider qui était extrêmement forte sur comment fonctionnait son programme. Mais c'est vrai aussi dans les petites startups. Et j'ai vu aussi des gens qui, dans des toutes petites entités, ont été capables d'initiatives absolument majeures, qui ont été par la suite portées par le directeur général ou le président de région, parce que ces initiatives avaient réussi et qui ont poussé d'ailleurs à une transformation du modèle de management à moyen terme. Donc oui, vous avez tout à fait raison, c'est un modèle de management et c'est important de le dire. Moi, je pense que les entreprises telles qu'on les voit, mais aussi les institutions publiques telles qu'elles sont aujourd'hui, sont vouées à disparaître sous leur forme actuelle. Ça ne veut pas dire que je suis un libertarien. Je pense qu'on aura des institutions publiques et très fortes dans le futur, mais à moyen terme, elles ne sont pas efficaces. Et je pense que l'un des grands problèmes qu'on rencontre, par exemple dans le traitement de cette affaire du Covid,
c'est que ça procède de la verticalité et que, au contraire, on a besoin d'être sur des terrains qui sont l'économie pour les commerçants, les enjeux d'épidémiologie pour pouvoir savoir où sont les clusters, les enjeux d'impact, vraiment de santé publique pour savoir où est-ce qu'on organise les hôpitaux, comment est-ce qu'on répartit les soignants. À chaque fois, c'est des entités différentes et qui ne sont pas coordonnées. Voilà. Et l'État, les institutions publiques sont complètement transversales, enfin antagonistes avec ces dynamiques-là. Et on commence seulement à le réaliser. Il y a des pays qui l'ont réalisé bien avant nous et qui fonctionnent mieux à cet égard. Et je pense que voilà, la transformation va se commencer probablement à partir de maintenant d'ailleurs. Une autre question, du coup, on revient du coup sur l'exemple que vous avez cité tout à l'heure sur les voitures autonomes qui vont changer les villes. Or, actuellement, après l'enthousiasme suscité, le véhicule autonome semble buter sur des problématiques réelles qui limiteront leurs usages à certains niveaux d'utilisation, comme des navettes sur parcours identifiés, autoroutes, conduite en circulation dense. Est-ce que vous pensez que ça irait plus loin et à quel horizon? Écoutez, il y a beaucoup de prédictions qui sont faites à cet égard. Je pense que tout le monde se trompe. Enfin, en tout cas, moi, je me suis trompé. J'ai plusieurs fois affirmé que, c'est-à-dire le niveau 5, qui est l'autonomie totale, le véhicule sans volant, n'arriverait probablement pas. Là, je dois dire que quand je vois les progrès, de Tesla, de Waymo, mais aussi de Ford et probablement de Daimler, ça va arriver plus tôt que prévu. Donc, je pense que on va avoir du catégorie 4 qui tourne déjà d'ailleurs dans plusieurs villes en Chine et aux États-Unis en masse qui va arriver là dans les années qui viennent et probablement du catégorie 5 certainement avant la fin de la décennie. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous amortissez des infrastructures sur 60 à 90 ans, voilà, je crois que les ponts, ça s'amortit sur 90 ans, ben, vous pouvez pas ne pas tenir compte de ça, parce que ça va changer beaucoup de choses. Et ça veut dire que vous avez des transports publics, je pense par exemple à des navettes de bus, qui vont pouvoir fonctionner probablement H24 dans quelques années. Peut-être pas sur des environnements extrêmement perturbés où vous avez des autoroutes qui sont dans de l'environnement urbain, etc. Mais c'est pas exclu que, par exemple, sur, je sais pas moi, des quartiers d'affaires ou des campus universitaires, on puisse mettre en œuvre ça dans des horizons de temps extrêmement courts. Et encore une fois, ça nous repousse, ça pousse à repenser l'ensemble de systèmes urbains. C'est-à-dire, est-ce que je construis un quartier d'affaires, est-ce que je peux pas penser pour en faire des usages mixtes beaucoup plus répandus, parce que quitte à mettre des transports qui vont servir pour des gens qui viennent travailler, est-ce que je peux pas les étendre pour que les gens aillent chez eux, qu'on ait une proximité entre ce quartier et des quartiers d'habitation? Est-ce qu'on peut pas avoir des usages mixtes qui sont vraiment très très forts, quoi? Là, moi, j'ai pas la réponse là-dessus, mais je pense que justement, avoir des approches de design thinking, c'est extrêmement pertinent pour ce faire. L'autre aspect qui, à mon avis, est aussi important d'ailleurs que le véhicule autonome, c'est les plateformes qui font justement du multimodal, c'est-à-dire qui vous permettent de passer des systèmes de transport de masse comme des gares de bus ou de train à, c'est un peu caricatural, mais à du free floating, des vélos, des trottinettes, ce genre de choses. Donc ça, c'est des réflexions qui sont pas du tout abouties. On ne sait pas du tout encore c'est quoi le maillage optimal. Et je pense que c'est important d'avoir ce type d'exercice quand on est un élu, parce que c'est des montants qui se chiffrent potentiellement en centaines de millions d'euros sur des décennies, et qu'on ne peut pas ne pas penser optimiser ces investissements à la fois pour les usages et à la fois pour les dépenses. Et du coup,
Est-ce que vous pensez que du coup cette transition digitale au sein des collectivités territoriales, ah, Hop, téléphone, est-ce hop, que, est-ce pardon, j'ai eu Pas de un appel, souci. Est-ce que désolé. vous pensez du coup que cette transition digitale peut répondre à des enjeux environnementaux auxquels nous faisons face, par exemple les voitures autonomes, Je suis l'intelligence coupé. artificielle, etc. Ah Ah, là, c'est bon, c'est bon. Oui, oui, vous avez c'est entendu bon, ma je question? t'entends bien. Oui, Donc oui, par rapport j'ai aux enjeux entendu. environnementaux, ces solutions peuvent-elles être proposées, enfin des solutions peuvent être proposées sur ces enjeux. Oui, alors évidemment, totalement. C'est, si vous voulez, bon, alors je pense que je suis maintenant un peu identifié comme quelqu'un qui dit que la 5G et le numérique sont des facteurs très favorables à l'environnement. Mais si vous voulez, quand vous êtes un élu, quand vous êtes en charge de la programmation, votre capacité d'avoir un impact sur la révolution énergétique et environnementale est considérable parce que vous êtes amené à repenser le territoire aussi en prenant en compte les externalités. Donc c'est vrai pour ce qu'on appelle l'économie circulaire, calculer les externalités de vos économies, de vos systèmes alimentaires et commerciaux d'une façon générale. C'est quelque chose que les territoires seront amenés à faire, je pense, à la fois en macro et en micro dans les années à venir. Et elles ne pourront le faire qu'avec le digital, parce que la traçabilité, par exemple, alimentaire, c'est des systèmes d'information qui sont propres à ça, c'est des supply chains qui sont tout à fait spécifiques et qui commencent à intégrer cette dimension d'externalité carbone, par exemple. Et puis, vous avez réellement la capacité, les, les, les cycles d'usage des gens qui habitent chez vous. Je vais travailler, je prends ma voiture, je me chauffe, je vais chauffer mon logement, je construis des logements, je construis des zones de travail. Voilà, ça, ce sont des choses qu'il faut repenser. Il faut le repenser. D'ailleurs, chose intéressante, mais dans le Covid, on a vu des nouveaux usages, comme par exemple des usages alternés, où on a des gens qui embauchent plus tôt, des crèches qui ouvrent plus tôt, des écoles qui vont ouvrir plus tôt. Il n'y en a pas eu beaucoup, mais il y en a eu quand même quelques-uns, ce qui a permis de décongestionner les flux de transport. Il faut savoir que 110, euh, 70%, je me souviens plus du chiffre, je crois que c'est à peu près ça, de l'usage des transports se passe, en tout cas sur les deux lignes de Paris, sur 25% du temps, quelque chose comme ça, de ce type-là. Bon, c'est aberrant. Être capable de prendre les infrastructures et de faire en sorte qu'elles soient, de les lisser sur les flux, ça c'est quelque chose que le numérique peut faire remarquablement bien. Donc, ça veut dire avoir des stratégies de plateforme qui vont être capables, encore une fois, de mailler des univers qui sont en silo, le logement, le transport, le travail, les loisirs, et d'être capable de faire en sorte que ces expériences soient aussi évaluées en fonction de leurs externalités. Alors ça vous paraît un peu chinois ce que je vais vous dire, malheureusement on n'a pas beaucoup de temps pour le faire, mais il y a des endroits qui le font extrêmement bien. Je pense à Stockholm qui a commencé à avoir des approches de ce type-là, et c'est extrêmement efficace. On parle un peu dans nos fiches d'accompagnement de la ville du quart d'heure. Alors je sais que c'est très contesté parce que notamment on a l'impression que ça exclut les territoires. Les gens qui ont lu la thèse de Carlos Moreno, ce que j'ai fait, se rendent compte que c'est pas du tout un truc de bobo, c'est un truc d'inclusion et on peut très bien défendre l'idée de la ville du quart d'heure en ayant une intégration des territoires aussi très étendue. Et d'ailleurs c'est nécessaire, sinon la ville ne fonctionne juste pas. L'aspect inclusion est très fort dans ce concept-là. Alors, on va prendre une dernière question parce que l'horloge tourne malheureusement. Avec un exemple très concret, rural. Un espace de coworking en milieu rural a-t-il sa place et quel montage économique faut-il imaginer justement pour repenser, rajouter, mettre le numérique dans un territoire rural? Alors, malheureusement, la question est trop ouverte pour y répondre en quelques minutes. C'est une question passionnante, mais ça dépend de la nature du territoire. Moi, j'ai vu des territoires ruraux qui sont en redensification de jeunes et pour lesquels on peut envisager
de faire des incubateurs ou des zones d'innovation qui sont vraiment tournées vers finalement l'innovation radicale, potentiellement la création de start-up, etc. Vous avez des territoires qui sont territoires, ce qu'on appelle un peu vulgairement la diagonale du vide, mais où vous avez vraiment des gros enjeux de désertification, de vieillissement de la population, etc. Contrairement à ce qu'on pense, on peut créer également des incubateurs là-dessus. C'est pas les mêmes incubateurs, c'est pas la même nature de dynamique, mais si vous voulez, moi je trouve vraiment intéressant d'observer dans plusieurs lieux en France le fait de dire, on va prendre des gens qui sont des retraités, et on va les intégrer dans une dynamique numérique notamment, où ils vont co-construire des politiques publiques qui leur sont propres, ou pas forcément des politiques publiques, mais des politiques d'engagement. Par exemple, de faire en sorte que vous ayez des animations qui soient à fréquence relativement élevée et qui incluent tout le monde. Vous vous rendez compte que créer une petite plateforme numérique toute simple qui va permettre d'exposer ce qui se passe, ce qui se fait, de faire des petites vidéos qui vont montrer qui porte l'initiative, etc. Ça peut être extrêmement efficace et on ne pense pas forcément comme ça. C'est-à-dire que vous avez tout un tas d'acteurs qui existent déjà dans les territoires et qui pourraient être redynamisés dans cette logique-là. J'ai vu l'autre jour, malheureusement, je me souviens plus très bien où je l'ai vu, une vidéo qui était remarquable d'une initiative qui a été prise par une collectivité. J'essaierai de retrouver ça et je le posterai sur mon compte Twitter à cet égard. Donc, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est vraiment vrai, c'est commencer par comprendre la dynamique de votre territoire. J'ai un problème avec les noms, mais dans une commune qui est proche de Montpellier, il y a un maire qui était venu me voir en me disant, moi, je veux devenir un domaine qui est propre aux jeux vidéo. Et en fait, il avait analysé que finalement, il était en périurbain et donc il avait beaucoup de jeunes cadres qui travaillaient dans des startups de Montpellier et qu'il avait eu notamment Ubisoft qui était venu s'installer chez lui. Et c'était vachement bien fait son truc, c'était hyper bien pensé. Et il a monté une école et un incubateur. Alors, ça fait quelques années, j'ai pas eu de nouvelles de lui depuis. C'est pas Lacano, c'est un nom comme ça. Voilà. Et ça a marché. Ça a juste marché. Voilà. Merci Gilles en tout cas pour avoir pris toutes ces questions. Si vous êtes intéressé, si vous allez aller plus, si vous voulez pardon, si vous voulez aller plus loin et avoir les bases du coup du numérique, vous avez le programme que propose Gilles, Repenser les politiques publiques locales avec le numérique. Vous avez le lien du coup sur le slide. Merci Gilles pour cet éclairage. Et du coup, à la Gazette Formation, on vous retrouve très vite sur ce programme en e-learning et nous vous souhaitons une excellente soirée, journée même. C'est le maire de Castelnau. Voilà, j'ai retrouvé. Castelnau, ok, bon. Très bien, bonne journée à tous. Merci, Au au revoir, merci revoir. Gilles. Au revoir.